Quelle importance revêtent la coopération et le multilatéralisme dans le développement mondial? Ils ont un rôle essentiel. Donc, quand on refait un tout petit peu d'histoire, leçon de la Seconde Guerre mondiale, c'est que dans les années 30, on a fait exactement le contraire. Et ça a abouti à une catastrophe. Comment jugez-vous la contribution globale de la Chine en matière de réduction mondiale de la pauvreté? La Chine était l'un des plus importants contributeurs à l'éradication de la pauvreté mondiale. La pauvreté a diminué ailleurs, mais pas dans les mêmes proportions. La Chine a une expérience économique qui est extraordinaire à tous égards. Je le dis d'autant plus que j'ai fait mon premier voyage quand j'avais 20 ans, sac au dos, en Chine dans les années 1980. Et depuis, j'y suis retourné très très souvent. J'ai jamais vu dans ma vie d'endroit qui changeait aussi vite. Quelles sont d'après vous les perspectives de l'économie mondiale une fois que nous serons sortis de la crise? Comment imaginez-vous le monde d'après? Je pense que c'est toujours plus facile de réfléchir à 30 ans que de réfléchir à un an. À un an, on a toutes ces questions de réglage, de transition, qui sont très difficiles. À 30 ans, je suis plutôt optimiste. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le monde actuel connaît des changements profonds. Il est plongé dans l'incertitude engendrée par des défis tels que la pandémie de Covid-19, le changement climatique ou les conflits régionaux. Au vu de cette situation internationale complexe, quels sont les principaux problèmes auxquels est confrontée notre planète? Comment faire face aux défis de cette ère nouvelle? Quels sont les grands enjeux du développement durable sur le globe? Pour en parler, nous avons aujourd'hui le plaisir de rencontrer M. Bertrand Badret, ancien directeur général de la Banque mondiale, associé fondateur du fonds d'investissement Blue Like an Orange. Bonjour monsieur. Bon. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans notre émission. Vous êtes un témoin privilégié du monde économique. Vous avez travaillé pendant 7 ans chez Lazard, puis vous avez été directeur financier des groupes Société Générale et Crédit Agricole avant de rejoindre la Banque mondiale. Vous avez connu de nombreuses crises. Selon vous, la crise que traverse aujourd'hui le monde, en quoi est-elle différente des précédentes? La crise que nous traversons aujourd'hui, elle est véritablement mondiale et elle a plusieurs aspects combinés. C'est à la fois une crise sanitaire qui n'est pas achevée, c'est une crise sociale dans de nombreux pays, c'est une crise militaire, c'est une crise géopolitique et c'est maintenant une crise financière. On sort de 40 ans d'un cadre économique dans lequel les taux d'intérêt n'avaient pas cessé de baisser, dans lequel l'inflation était sous contrôle. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les taux d'intérêt commencent à remonter, que l'inflation repointe le bout du nez. Et donc, c'est l'ensemble de ces sujets-là, sans bien entendu évidemment oublier la crise environnementale et climatique. Donc, on a le sentiment d'une crise qui a énormément de facettes et qui nous laisse un peu désemparés. Comment réagir face à cette crise qui prend tellement de formes à la fois? Et comment évaluez-vous la situation économique internationale actuelle? La situation économique internationale, elle est délicate à évaluer parce qu'on est en train de changer de régime. On a eu avec la pandémie un premier choc. L'économie mondiale, après un choc initial très brutal, a plutôt bien réagi. Arrive un deuxième choc lié aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement, puis au conflit. Et aujourd'hui, on voit bien que l'économie ralentit partout et qu'on commence même à parler de récession dans un certain nombre de pays. Donc on voit qu'on est à un moment un peu charnière, un peu difficile à évaluer parce qu'on n'était pas préparé à ça. Il suffit de regarder les prévisions des organismes que je connais bien, la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE en particulier, n'ont pas cessé depuis 6 mois de réviser leurs perspectives à la baisse. Alors que pendant des années, on est habitué à ce qu'ils les révisent à la hausse. Donc on voit bien qu'on est dans cette phase un peu de transition, difficile à appréhender et qui nous laisse très, encore une fois, désemparés. Dans votre ouvrage Voulons-nous sérieusement changer le monde, paru aux éditions MAM en 2020, vous explorez les problèmes et les défis qui se sont posés à l'économie mondiale, ainsi que l'émergence de nouveaux modes de coopération internationale. Actuellement, nous assistons à une envolée de l'inflation, la crise économique est faible. Dans ce cas-là, selon vous, quelles mesures faut-il prendre si on veut sortir de cette crise?
Bah, il y a 2 choses. C'était un peu le sujet de voulons-nous, sérieusement changer le monde? C'est qu'il y a des mesures, de court terme, ce que les banques centrales font, ce que les gouvernements font pour, à court terme, limiter, le coût de cette crise. Et puis il y a des questions de long terme qui sont des questions qu'on n'a pas traitées depuis des années, et qui fait qu'on reste dans une économie qui est très largement dominée par des modèles hérités des années 1970 et 1980, qui ne sont plus adaptés aux défis contemporains, notamment le défi environnemental et social. On reste finalement dans une économie qui est très marquée par notamment ce qu'avait dit il y a un peu plus de 50 ans maintenant l'économiste de Chicago Milton Friedman. L'objet social de l'entreprise, c'est de maximiser le profit. Et donc, on a déployé une économie de capitalisme actionnarial qui a très peu intégré ce qu'on appelle les externalités, donc la prise en compte de la dimension environnementale, sociale, humaine, sociétale, etc. Ce sujet a été une des causes de la crise financière de 2007-2008. On a réparé le système en 2007-2008, mais on n'a pas repensé le système. Et on se retrouve aujourd'hui avec un système qui est confronté à des défis considérables, ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, le défi du climat, le défi social, et qui n'est pas préparé à ça. Donc il y a à la fois des mesures de court terme, je ne me sens pas très qualifié pour dire s'il faut soutenir le prix de l'essence ou aider les gens à payer leur loyer, ça c'est des questions de politique économique de court terme, mais il reste un enjeu fondamental qui est de travailler sur le cœur nucléaire, sur le cœur de notre système économique et de réintégrer dans ce système économique d'autres modes de pensée que le seul profit en tant que fin en soi. Et ça, c'est un défi qui est considérable, parce qu'il faut vraiment, d'une certaine manière, ouvrir le moteur, prendre ses outils et faire un certain nombre de réglages sur des sujets pas très drôles, comme les normes comptables, comme les modes de rémunération, comme les obligations fiduciaires, donc des obligations des gens qui gèrent votre argent. En fonction de quoi gèrent-ils votre argent? Quels sont leurs objectifs, par exemple? La gouvernance des entreprises. On a toute une série de réglages à faire qu'on n'a pas commencé à faire et qui aujourd'hui sont au cœur déjà de la refonte de notre modèle économique. D'après vous, quelle importance revêt le développement durable dans les pays émergents et en voie de développement? Bah, cette question du développement durable, elle est centrale. Tous les pays du monde, tous les pays du monde, en 2015, ont adopté aux Nations Unies, en septembre 2015, les objectifs de développement durable. C'est le pins que j'ai à la boutonnière ici. Les 17 objectifs de développement durable, c'est la feuille de route que la planète s'est donnée pour, pour mettre en place une économie qui soit durable, qui soit résiliente, c'est-à-dire qui soit capable de résister aux chocs et qui soit inclusive. Et inclusive, c'est un mot important, inclusive qui permette à tous les hommes, toutes les femmes de cette planète de profiter ensemble de cette économie. Donc on a adopté cette déclaration, elle a été suivie par les accords de Paris sur le climat. Donc ça, nous avons une feuille de route importante, encore une fois universelle. Tous les pays l'ont adoptée. Et donc, que fait-on pour aller dans cette direction? On était tous d'accord pour dire qu'il fallait éradiquer la pauvreté, tous d'accord pour dire qu'il fallait un meilleur accès à la santé, qu'il fallait lutter contre le changement climatique, qu'il fallait avoir accès à l'eau. Enfin, tous ces objectifs étaient importants, généreux, sensés, et on ne s'est pas beaucoup posé la question de mais combien ça coûte et comment on va payer. Ça, c'est la première question. Et c'est là qu'on voit aujourd'hui qu'on n'était pas préparé et qu'il y a du travail pour aller dans cette direction. Et le deuxième point, c'est précisément ce que vous dites, c'est qu'une bonne partie de ces questions, elles ne seront pas réglées à Bruxelles, à Washington ou à Beijing uniquement, elles seront aussi réglées à Bogota, à Lagos, à Delhi et un peu partout dans le monde. On n'atteindra pas les objectifs du développement durable, on ne transformera pas la trajectoire environnementale et sociale de la planète si on n'alloue pas des moyens à ces pays émergents. Et ça, c'est l'objet de Blue Like and Orange. Il y a d'une certaine manière pas assez de capital, pas assez d'argent qui va dans ces pays pour aider ces pays à se mettre sur une trajectoire de développement durable. Et encore une fois, on ne sauvera pas la planète simplement à Paris, simplement à Bruxelles. Le climat, c'est universel. La nature, c'est universel. Et donc, il faut qu'on soit solidaire. Et en plus, d'un point de vue économique, ça fait du sens, c'est rentable. Donc, on ne peut pas ne pas prendre en compte ces économies émergentes dans nos réflexions. Ça serait un contresens absurde.
Et la Chine a accueilli le 23 juin le 14e sommet des BRICS. Les BRICS constituent un mécanisme de coopération très important entre les marchés émergents et les pays en développement. D'après vous, quel rôle jouent les BRICS dans la gouvernance mondiale? Alors la gouvernance mondiale, elle fonctionne pas très bien en ce moment. Donc la plupart des endroits où on parle ensemble sont des endroits bienvenus. Donc, je pense que c'est important que les gens se parlent. J'avais eu la chance de rencontrer Jim O'Neill, l'économiste de Goldman Sachs, qui avait créé le terme BRICS il y a 20 ans, maintenant en 2001 ou 2002, et qui voulait montrer qu'effectivement, au-delà d'une économie mondiale dominée par les États-Unis, apparaissaient d'autres pôles économiques. Et effectivement, les pays qui constituent les BRICS, et au-delà, puisque je comprends que les BRICS veulent potentiellement s'élargir. Ce que je vois derrière l'idée de BRICS, c'est l'idée d'avoir d'autres modes de discussion, de coopération. Quand j'étais à la Banque mondiale, j'avais d'ailleurs, je me souviens, encouragé et la Banque de développement des BRICS, la New Development Bank, de même que la création de AIIB à Pékin. Je trouve qu'on a besoin d'outils, d'endroits où on se parle, on a besoin de forums dans toutes les directions, nord-nord, sud-sud, nord-sud, sud-nord, etc. Et donc c'est très important d'avoir ces outils de dialogue. Je suis moi-même investisseur en Amérique latine, je commence à regarder des investissements en Afrique, j'espère en Asie bientôt. C'est très important de pouvoir échanger sud-sud aussi. Des expériences qui ont réussi en Amérique latine peuvent profiter à l'Asie, des expériences qui ont réussi en Asie peuvent profiter à l'Afrique. Donc je pense que c'est très important qu'il y ait des réseaux dans tous les sens qui se développent et que les expériences soient partagées. Non seulement les expériences financières, mais sociales, environnementales. On est de toute façon tous sur la même planète. On le dit suffisamment, il n'y a pas de planète B. Donc on est tous sur la même planète, comme on est tous sur le même bateau. Alors malheureusement, on n'est pas tous sur le même pont, dans la même classe, mais on est tous embarqués. Et donc il faut qu'on travaille ensemble et qu'on développe ensemble des manières de se parler, de coopérer, malgré les tensions, malgré les guerres, malgré les difficultés auxquelles on est confronté. Durant la cérémonie d'ouverture du forum d'affaires des BRICS, le président chinois a appelé à maintenir le système commercial multilatéral avec l'OMC en son cœur, à supprimer les barrières au commerce, à l'investissement, à la technologie et à travailler pour construire une économie mondiale ouverte. D'après vous, quel rôle quelle importance revêtent la coopération et le multilatéralisme dans le développement mondial et surtout pour Ah bah, sortir de la crise actuelle? ils ont un rôle essentiel. Ils ont un rôle essentiel. Quand on refait un tout petit peu d'histoire, une des leçons de la Seconde Guerre mondiale, c'est que dans les années 30, on a fait exactement le contraire. C'est qu'après la crise de 1929, au lieu de préserver le commerce, au lieu de garder les frontières ouvertes, chaque pays s'est replié. Et ça a abouti à une catastrophe. Ce qu'on a relancé après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ouverture petit à petit des frontières, avec en point d'orgue en 1993 l'ouverture de l'OMC, de World Trade Organization, la création de l'Organisation mondiale du commerce, son élargissement à un certain nombre de pays, dont la Chine il y a 20 ans. Et donc, tout le monde s'accorde à dire que le commerce a été une force extraordinairement puissante de développement international. Ça a été un des moteurs de la croissance chinoise, un certain nombre de pays en Asie en particulier, mais aussi dans d'autres régions du monde. Et on voit bien que depuis quelques années, le commerce est soumis à des pressions contraires très fortes. Et je crois qu'il faut, à toute force, préserver les liens commerciaux, préserver une forme de mondialisation ouverte. Ça, je suis absolument d'accord. Mais en même temps, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, dans un univers où les tensions sur le climat, par exemple, le développement durable sont fortes, il faut que le commerce intègre ces préoccupations de développement durable. Et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'il ne faut pas que les préoccupations de développement durable soient des excuses pour faire du protectionnisme. Et donc, on a ces tensions un peu partout, où dans chaque pays, il y a des tensions sociales très fortes, parce que c'est vrai que dans le commerce, il y a des gagnants et il y a des perdants. Et dans chaque pays, il y a des gens qui ont eu le sentiment, souvent à raison, qu'ils étaient les victimes du commerce. Ils disent, j'ai perdu mon travail parce qu'on a ouvert les frontières, même si, comme consommateur, j'ai bénéficié du commerce. Et donc, il y a aussi un travail pédagogique à faire pour réexpliquer que l'ouverture des frontières bénéficie à tous. Et là aussi, pour revenir au début de notre échange, on est dans une phase de réglage qui est difficile, parce que socialement, les pays sont beaucoup plus tendus aujourd'hui. C'est plus difficile de parler de ces sujets d'ouverture
quand la croissance diminue, quand l'inflation est là, bah, les gens n'ont pas confiance. Et donc, on le voit bien, les grands sujets commerciaux en Europe, par exemple, l'Europe reste la première puissance commerciale du monde, sont très difficiles, très exacerbés. On a beaucoup de mal à mettre les sujets commerciaux sur la table. Durant les 5 dernières années, le modèle de BRICS Plus n'a cessé de gagner en profondeur et en ampleur et est devenu un bel exemple de la coopération Sud-Sud et de la recherche de l'émergence dans l'unité des marchés émergents et des pays en développement. Quel regard portez-vous sur ce modèle de BRICS Plus? Dans un monde qui est extraordinairement complexe, on l'a vu, on est confronté à un nombre de défis considérables, inédits. Le défi climatique, encore une fois, au premier chef, mais le défi de la nature, le défi de la biodiversité, le défi des relations sociales, le défi des migrations, tous ces sujets-là ne seront pas résolus par un modèle unique. Et donc, il faut qu'il y ait des endroits où les gens discutent, échangent, testent, rencontrent, etc. La vraie grande famille, c'est la famille humaine. Après, il peut y avoir des sous-familles, des gens qui se parlent, et c'est ça qu'on cherche à tâtons. Il faut qu'on cultive notre planète ensemble et qu'on développe des voies originales de coopération. Le groupe des BRICS est composé d'économies émergentes. Selon vous, quelle est l'influence aujourd'hui des pays émergents sur la croissance mondiale? Bah, c'était l'intuition de Jim O'Neill quand il a inventé le mot BRICS il y a 20 ans. C'est ce qu'il voulait dire comme jeune économiste chez Goldman Sachs, c'est il se passe quelque chose dans la croissance mondiale, il y a un certain nombre de grandes économies émergentes qui sont en train précisément d'émerger et qui vont représenter, je crois, disait-il, en 2030, la moitié de l'économie mondiale ou quelque chose comme ça. C'est précisément ce qui s'est passé depuis 20 ans. L'économie chinoise au premier chef, mais les autres économies des BRICS ont suivi. C'est un rééquilibrage des pôles économiques sur la planète. Et les BRICS ont une double, je dirais une double responsabilité d'une certaine manière. Une responsabilité quantitative, parce qu'ils apportent de la croissance, je veux dire, du PNB, donc de la croissance en quantité, mais ils ont une responsabilité encore plus importante qualitativement. Il faut que cette croissance soit une croissance durable. Et c'est ça tout l'enjeu de la transformation. Je reviens à ce que j'ai sur les marchés émergents. Il n'y aura pas plusieurs modèles de croissance sur la planète, sinon on va tous aller dans le mur. Il faut tous qu'on développe un modèle de croissance durable, tous partant de points de vue différents et tous en s'entraidant sur ce modèle de croissance durable. Ça, c'est très important. Donc effectivement, je l'ai dit quand j'étais à la Banque mondiale, les économies émergentes, et c'est bien naturel, occupent une place de plus en plus importante dans l'économie mondiale. Avec cette place de plus en plus importante, vient aussi une responsabilité de plus en plus importante sur cette capacité à entraîner tout le monde, c'est-à-dire non seulement les grandes économies émergentes, mais les grandes économies occidentales, mais surtout ceux qui ne sont pas autour de la table, les économies émergentes en développement plus petit, qui ont besoin de cet élan et qui pour l'instant ne sont pas complètement intégrés dans cette transformation. Et la Chine a lancé l'initiative Ceinture et Route et s'est engagée à favoriser le développement en commun et la prospérité des pays situés le long de la nouvelle route de la soie. Euh, Selon un rapport de la Banque mondiale, la mise en place de cette initiative va permettre à 7,6 millions de personnes de sortir de l'extrême pauvreté et à 32 millions de personnes de sortir de la pauvreté modérée. Quel regard portez-vous sur l'initiative Ceinture et Route? Comme je le disais, je pense que par rapport à cet objectif mondial qu'on s'est donné en 2015 d'éradiquer la pauvreté, on s'est quand même toute la planète s'est dit nous allons éradiquer la pauvreté absolue. Je pense qu'on a besoin de mobiliser tous les moyens financiers, l'intelligence, pour aller dans cette direction. Et donc moi, s'il y a une chose qui m'a réjoui quand j'étais à la Banque mondiale, et j'ai fait plusieurs voyages officiels en Chine, c'est que la Chine participe à cet effort. C'est très important qu'à la fois avec sa propre expérience de développement, avec sa capacité financière, elle participe à cet effort de développement de la planète. Encore une fois, de manière quantitative, c'est beaucoup d'argent mis sur la table, c'est des millions de personnes sorties de la pauvreté, et aussi de manière qualitative, c'est-à-dire en adhérant à cet aspect de croissance durable. Encore une fois, c'est notre intérêt collectif. On ne peut pas jouer chacun dans son coin, et donc le fait qu'il y ait plus de personnes autour de la table avec des outils différents et complémentaires, avec cette capacité à dialoguer, pour moi, elle est fondamentale. Et c'est ça qui est très compliqué dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on a des problématiques qui sont non pas mondiales, mais planétaires. C'est bien la planète qu'on doit sauver.
euh, et à un moment où il y a quand même des tensions entre les habitants de cette planète. Ben, c'est comme dans un immeuble, dans une copropriété, quelquefois vous ne vous entendez pas bien entre les gens, mais il y a quand même intérêt à sauver l'immeuble. Et donc on est tous à ce moment particulier où l'idée de préserver notre planète pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants, doit nous amener à dépasser les différends qu'on peut avoir par ailleurs. En 2021, la Chine a atteint son objectif d'éradication de la pauvreté avec 10 ans d'avance sur les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies. Comment jugez-vous la contribution globale de la Chine en matière de réduction mondiale de la pauvreté? Bah, la Chine a joué un rôle absolument central. La population pauvre a baissé, j'ai plus le chiffre exact, mais en fait de 40 ou 50% de la population mondiale à moins de 10% dans les années 2010. Une très grande partie de ce mouvement s'est opéré en Chine. La Chine était l'un des plus importants contributeurs à l'éradication de la pauvreté mondiale. La pauvreté a diminué ailleurs, mais pas dans les mêmes proportions, et notamment dans les autres pays BRICS. Et donc la Chine a quelque chose à nous dire sur la manière dont ça s'est passé. Et donc ça, c'est très important que d'une certaine manière, vous fassiez profiter, que la Chine fasse profiter de son expérience qui est absolument unique, le reste du monde. Et encore une fois, les défis auxquels on est confronté requièrent toutes les intelligences, toutes les expériences, toutes les leçons du passé. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours accueilli les bras ouverts, les endroits où on peut discuter, échanger, partager sur cette expérience. L'éradication de la pauvreté, c'est le combat du 21e siècle. Et il n'y aura pas d'éradication de la pauvreté si on n'est pas capable de lutter contre le changement climatique en particulier. Le changement climatique, on le voit bien, touche les plus pauvres. C'est les zones pauvres qui sont touchées par l'élévation du niveau des mers, par les catastrophes naturelles, par les migrations. Donc voilà, encore une fois, la Chine a une expérience économique qui est extraordinaire à tous égards. Je le dis d'autant plus que j'ai fait mon premier voyage quand j'avais 20 ans, sac au dos, en Chine dans les années 1980. Et depuis, j'y suis retourné très très souvent. J'ai jamais vu dans ma vie d'endroit qui changeait aussi vite. Enfin, il faut vraiment, quand je regarde mon album photo de mes visites en 1988 et aujourd'hui, c'est pas beaucoup dans une vie et en même temps, ça a été transformé. Ça dit quelque chose au monde. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que la Chine a réussi? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Comment est-ce qu'on peut partager? Voilà, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, plus on peut en parler, mieux c'est. La Banque mondiale a mené une coopération durable avec la Chine dans de multiples domaines, notamment en matière de prêts, de réduction de la pauvreté ou encore dans la lutte contre le changement climatique. Quels changements concrets ont été apportés aux pays en développement à travers cette coopération? C'est vrai que la Banque mondiale, très très tôt, avec Deng Xiaoping en particulier, a travaillé sur le modèle de développement chinois. La Chine est un partenaire extrêmement important de la Banque mondiale. Quand j'étais à la Banque mondiale, j'ai dû faire 3 ou 4 visites officielles en Chine, ce qui est un des pays où je suis allé le plus souvent. Et donc c'est vrai que c'est un, c'est un ensemble d'expériences et de leçons extraordinaires qui ne doit pas être réservé à la seule Chine. Il y a des choses fantastiques qui ont été faites, il y a des choses qui n'ont pas marché. Quel profit on peut en tirer pour le reste du monde? Ça, c'est très très important. Et le rôle d'une institution comme la Banque mondiale, mais c'est aussi le rôle de la New Development Bank, la Banque des BRICS, c'est aussi le rôle de AIIB, c'est de diffuser ces leçons. Que sait-on faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut promouvoir? Encore une fois, la Chine, de par son poids économique, de par son poids humain, de par son expérience, est un acteur absolument essentiel dans la réussite des objectifs de développement durable, est un acteur absolument essentiel dans la lutte contre le changement climatique, et donc a quelque chose à dire à tous ces pays qui sont engagés dans des défis de même nature. Et la Chine a lancé son 14e plan quinquennal vers un développement de haute qualité. Le pic des émissions d'ici 2030 et la neutralité à l'horizon 2060, c'est le double objectif carbone est désormais au cœur des stratégies du développement de la Chine. Comment envisagez-vous ces objectifs de la Chine en matière d'environnement et d'écologie? Ah bah, ils sont fondamentaux. Ils sont fondamentaux. La planète n'atteindra pas ses objectifs si la Chine n'atteint pas ses objectifs. Et de même, la Chine, pour atteindre ses objectifs, a besoin que la planète suive. Donc on est vraiment tous ensemble dans cette affaire.
Mais c'est évident, encore une fois, compte tenu de son poids économique, de son poids démographique, de son poids énergétique, que la Chine, elle est centrale dans tout ce dont on parle aujourd'hui et que s'il y a un sujet sur lequel la Chine a bougé et continue à bouger, même si c'est difficile, on le voit bien avec les tensions énergétiques aujourd'hui, on ne peut pas passer du jour au lendemain d'un modèle énergétique où le charbon joue un rôle important à un modèle énergétique où le charbon va jouer un rôle moins important, ça prend du temps. Mais le mouvement est lancé. Donc je ne sous-estime pas les difficultés en particulier aujourd'hui, mais je suis très, très heureux que le cap soit lancé. Vraiment, c'est un signal très important pour la planète et pour les pays qui hésitent encore. Et que pensez-vous du rôle joué aujourd'hui par la Chine dans la gouvernance mondiale? Là, c'est une question qui est difficile. La gouvernance mondiale aujourd'hui, elle est difficile, à la fois sur des sujets un peu lourds, comme je l'ai dit, sur le climat, les objectifs environnementaux. La guerre aujourd'hui est un sujet difficile. Les tensions un peu partout sont difficiles. Le G20 fonctionne moins bien depuis quelques années. Et donc, la Chine joue son rôle, comme j'espère d'autres pays vont jouer leur rôle. La gouvernance mondiale aujourd'hui est un des sujets qui est les plus délicats. J'ai eu le sentiment, quand j'étais à la Banque mondiale, au moment où on a adopté les objectifs du développement durable en 2015, qu'on était à un sommet de la coopération internationale. Vraiment. Enfin, il y a eu un élan, les accords de Paris, les objectifs de développement durable. Depuis, avec les crises qu'on a vécues, c'est plus difficile. Parce que en période de crise, les gens se replient plus facilement sur eux-mêmes. Les crises exacerbent les égoïsmes. Ça peut aller jusqu'à des conflits, comme on le voit malheureusement aujourd'hui. Et donc, je pense que la Chine a une responsabilité particulière dans la stabilité internationale aujourd'hui, comme d'autres grands pays. J'espère que la France, pour ma part, va aussi jouer son rôle. Mais je pense qu'il faut qu'on dépasse cette période difficile parce que ce qui est en jeu est beaucoup plus grand que chacun d'entre nous. Encore une fois, ce qui est en jeu, c'est notre planète. Ce n'est pas seulement la mondialisation, c'est notre planète, l'écosystème qui nous abrite, nous, la population humaine. Et donc, il faut que cette planète, on arrive à la passer à la génération d'après. Et on ne la passera pas si la Chine ne continue pas à jouer un rôle essentiel, si l'Europe ne joue pas un rôle essentiel, si les États-Unis ne jouent pas un rôle essentiel, etc. On est tous à bord. On est tous à bord, on a tous une responsabilité très importante. Et encore une fois, la Chine, compte tenu de son poids économique, démographique, énergétique, culturel, a un rôle particulièrement important. Quelles sont d'après vous les perspectives de l'économie mondiale une fois que nous serons sortis de la crise? Comment imaginez-vous le monde d'après? Je passe mon temps à imaginer le monde d'après. Et par construction, je suis entrepreneur. J'espère que le monde d'après sera mieux que le monde d'avant. Je pense que c'est toujours plus facile de réfléchir à 30 ans que de réfléchir à un an. À un an, on a toutes ces questions de réglage, de transition, qui sont très difficiles. À 30 ans, je suis plutôt optimiste. On a des développements technologiques, finalement la compréhension qu'une économie plus durable est souhaitable. On comprend que cette économie, elle a des coûts. C'est un investissement. Mais si dans 30 ans, on a une économie où il n'y a plus de pollution, où on a contrôlé la hausse des températures, où on a préservé la nature, etc., mais je pense qu'on vivra beaucoup mieux. Donc Hmm. voilà, mais la question c'est comment on y va. Et j'ai souvent eu cette discussion avec un certain nombre d'économistes, notamment Nick Stern, qui est le grand économiste britannique, qui a fait le premier modèle du changement climatique, qui dit souvent, on a beaucoup réfléchi à où on veut aller, on n'a pas assez réfléchi à comment on veut y aller. Comment on explique aux gens que cette transition, elle est importante, qu'elle peut avoir des coûts, qu'elle peut être désagréable, mais qu'au total, c'est bon. Et c'est ça l'enjeu qu'on a devant nous. C'est plus difficile de faire bouger les gens quand ça va mal, comme aujourd'hui, que quand ça va bien, mais il faut quand même le faire en étant conscient que tout le monde ne vit pas les choses de la même manière. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Il faut comprendre comment aider ces perdants. Et je pense que, encore une fois, le monde dans 30 ou 40 ans, si on est à la hauteur de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, ça sera un monde où il fera bon vivre. Merci Monsieur Padret, merci d'avoir participé à cette émission et merci d'avoir partagé avec nous vos points de vue. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.